nous donner une vision de l'œuvre de Proust qui était tout à fait personnelle. Merci d'être là. Merci à toi, merci de ton invitation, Yann. Et il y a beaucoup de choses dans ce que je vais dire et dans ce que j'ai tenté de fomenter aujourd'hui qui recoupe un peu tout ce que tu as dit, ce qui est logique, puisque comme tu le sais, tous les écrivains n'en sont qu'un, c'est une idée majeure de Proust. Et évidemment, tu as tout à fait raison, et il faut insister sur la charnière de vérité que représente le passage de, de Proust à Céline. Et c'est très simple, ce passage, il se fait, cette charnière de véracité et d'horreur aussi, il se fait, elle porte le nom de la guerre, puisque Proust, la recherche s'achève ou se parachève sur une pensée de la guerre, et que Céline, sa pensée à lui et sa littérature à lui, elle fait socle et elle démarre, vous le savez, avec Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire sur son expérience, la méditation de son expérience de l'horreur de la guerre. Donc c'était juste pour rebondir un petit peu sur ce que venait de dire Yann, j'ai retrouvé une phrase importante de Proust que je citais dans mon essai sur lui. Il écrit ça à la princesse Suzo, donc la femme de Morand. Comme on aimait en Dieu, je vois dans la guerre. Voilà, il s'agit peut-être pas simplement de la guerre au sens militaire, mais de la guerre au sens global. Voilà, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça rejoint un petit peu tout ce que vient de nous dire Yann, mais sur un autre plan. Enfin, disons, c'est une autre part de la pas de l'hypocrisie sociale, mais enfin de ce qu'est la société et de la manière dont Proust nous parle de la société, y compris d'une certaine manière de la société du spectacle, au sens le plus moderne du terme, donc de notre temps aujourd'hui. C'est le titre de mon intervention, c'est Proust et la question du mal. Et vous écrivez mal avec les deux orthographes, c'est-à-dire M-A-L ou M-A accent circonflexe L-E. C'est-à-dire, je vais tenter de faire une sorte de commentaire, d'initiation au tout début de Sodome et Gomorre, qui est le grand roman de l'homosexualité et des enseignements que Proust a tirés de la révélation de l'homosexualité de Charlus et de ce que ça signifiait pour penser notre temps à nous aussi. Et je vais vous parler plus précisément de l'avant-propos de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est un long roman, un grand roman essentiel. Il commence par un avant-propos qui est quasiment une sorte de petite théorie de l'inversion, de l'homosexualité, très étrange, très bizarre. Oui, très contestée, oui, et très, très, très drôle en même temps. Alors tu as raison de dire qu'elle est très contestée. Bon, je n'avais pas prévu de le faire, mais je peux vous lire un petit peu les commentaires des contemporains de Proust concernant Proust. Euh, vous allez voir que c'est tout à fait révélateur. Montesquieu, parlant de Proust. Mélange de litanies et de foutre. Gide, parlant de Proust. Offense à la vérité. Cocteau, parlant de Proust. Il n'a aucun cœur. Lucien Daudet, parlant de Proust. Il a été l'amant de Proust, hein, Lucien Daudet. C'est le fils d'Alphonse Daudet et le frère de Léon Daudet. C'est un insecte atroce. René Boilève, parlant de Proust. Une chair de gibier faisandé. Le marquis de l'Astérie, parlant de Proust. Quel genre épouvantable. André Germain, parlant de Proust. Vieille demoiselle. Lucien Corpechot, parlant de Proust. Il était complimenteur, obséquieux, flatteur, hystérique. Alphonse Daudet, le père de Lucien, donc le beau-père de Marcel d'une certaine manière. Marcel Proust, c'est le diable. Jeanne Pouquet, se détraquer de Proust. Barès, sa tête de Rahat Loukoum. Et Claudel, parlant de Proust, vieille juive fardée. Si avec tout ça, vous n'avez pas un petit peu d'oreille inversive, si j'ose dire, vous ne comprenez pas qu'on parle du plus grand génie absolu du XXe siècle, c'est que vous êtes sourd. Alors, il faut lire la recherche transversalement, comme tous les chefs-d'œuvre. Lire transversalement, c'est avoir toute la recherche en tête à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot dont on s'infuse, apparemment par les yeux, mais en apparence seulement par les yeux.
Le sage a ses yeux dans la tête, dit l'Ecclésiaste. Proust, lui, transpose cela de façon récurrente, ça revient souvent dans sa correspondance, par une formule évangélique, équivalente à celle que je viens de vous dire de l'Ecclésiaste, le sage a ses yeux dans la tête, qui est en esprit et en vérité. C'est une formule privilégiée chez Proust. Alors, par exemple, en 1922, dans une lettre à Madame Daudet, sa belle-mère, d'une certaine manière, c'est-à-dire la femme d'Alphonse et la mère de Lucien et de Léon, elle lui reproche d'abîmer ses livres avec ses fumigations. Vous savez, comme il était asthmatique, il faisait de nombreuses fumigations, et ça abîmait, ça noircissait tous ses livres. Alors, quand on lui envoyait un livre en hommage ou en cadeau, elle recevait un livre dont la couverture était tout abîmée. Alors, il lui répond, « Un livre est fait pour être lu, et l'auteur consentirait à son flétrissement, puis à sa destruction, pourvu qu'on le possède en esprit et en vérité. » Lire transversalement est une tâche surhumaine. Cela exige au moins une vie de lecture et de pensée. Tel est pourtant le principe sine qua non d'une entente midrashique d'un grand texte. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Commençons par un grand texte. Qu'est-ce qu'un grand texte? C'est celui où, et je cite Proust, chaque mot prend un sens d'éternité. Chaque mot prend un sens d'éternité. C'est Proust qui écrit ça à Binet-Valmer. Alors ce sens d'éternité, on revient un petit peu pour rigoler un peu sur les gens qui ont eu l'ouïe fine et qui ont vu à quel point Proust était le génie qu'il était. Ce sens d'éternité, le moins qu'on puisse dire, c'est que bien peu ils sont sensibles. Cocteau, cet impudent acteur calomniateur de Proust, dans son journal, à la fin de la vie de Cocteau, donc Proust était mort depuis longtemps, le journal de Cocteau s'appelle « Le passé défini ». Titre en forme d'anti-recherche du temps perdu. Hein. Le passé défini. Relisant Sodome et Gomorrhe, le livre dont on va parler un petit peu aujourd'hui, s'exclame Cocteau. « C'est illisible !» Et j'ai relu mot par mot. Chaque mot est illisible, c'est extraordinaire. Un gâchis de phrases mal écrites, de parenthèses après lesquelles ces phrases restent en suspens, de comiques vulgaires, de personnages oubliés à l'improviste. C'est un désastre et donnant prise à une terrible révision en appel. Bon. Qu'est-ce qu'une entente midrashique maintenant? Eh bien, c'est le corollaire bien conçu de l'éternité mot à mot, puisque Proust nous a dit qu'un livre, un vrai livre, c'est celui qui prend un sens, dont chaque mot prend un sens d'éternité. Alors, une entente midrashique, c'est une herméneutique qui pose, vous savez, le midrash et l'entente midrashique, c'est la manière dont les Juifs lisent leurs livres, la Torah, la Bible, partant du principe, de la maxime, de l'axiome herméneutique selon lequel il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. Que, par conséquent, tous les versets de toute la Bible doivent accompagner en pensée chacun d'entre eux, lui procurer une aide d'honneur et de méditation, sans souci ni de la chronologie, ni du contexte, ni de la logique, ni de la grammaire, ni de la syntaxe. Vous savez que c'était dans les petits villages isolés de Pologne ou ailleurs, d'ailleurs, également aussi dans les pays arabes, dans les petites communautés juives, il y avait des jeunes génies que l'on appelait des Ilouim. C'était des types, ou des enfants qui étaient tellement forts dans l'étude de la Torah, et dans l'étude du Talmud, et dans le judaïsme, dans la pensée juive, qu'à 5 ans, lorsqu'ils entraient dans la synagogue, le vieux rabbin de la synagogue se courbait devant eux, par déférence. C'était des génies absolus, des autistes en général, souvent d'ailleurs, qui étaient capables, par exemple, lorsqu'on prenait, pour montrer à quel point un type comme ça est un génie, j'ai un cousin qui est très religieux, qui vient d'Israël, qui m'a dit que lui, on lui avait montré un type comme ça aujourd'hui, Amir Sharim, qui était capable de faire ce genre de choses. On ouvrait une page du Talmud, pas de la Bible, du Talmud, parce que la Bible, c'est jusqu'à 20-25 ans. Si vous la connaissez déjà par cœur, vous êtes déjà un grand génie. Mais le Talmud, c'est de 25 à 80 ans. Eux, ils ont 5 ans. Et on prend une épingle et on pique, c'est un volume qui est gros comme ça, comme un volume d'encyclopédie, on pique n'importe où sur la page. Et l'enfant est capable de dire, on lui montre le mot sur lequel on a piqué, il est capable de dire, sur les 15 ou les 20 ou les 100 pages qui suivent, sur quel mot, quelle brochette de mots ça a enfilé cette épingle. Tellement ils ont tout le Talmud en tête. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Alors, c'est pour vous dire que ce sont des gens qui incarnent l'idée qu'il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. C'est un principe d'herméneutique, d'interprétation classique, qui vient de Rashi. Pas d'avant ni d'après dans la Torah. Alors, on ne se soucie donc
du point de vue de la pensée juive, vous allez voir pourquoi c'est important pour comprendre Proust, ni du contexte, ni de la logique, ni de la grammaire, ni de la syntaxe, ni de rien autre que le tout autre. Et j'emploie cette expression pour rendre un hommage à un ami écrivain à moi, que connaît bien aussi Yann, c'est François Meurice, qui vient de faire un livre que je vous conseille d'aller acheter. Il vient juste de sortir, il y a quelques jours, dans la collection L'Infini de Solers, qui s'appelle Tout autre, qui est une autobiographie, une confession, comme il appelle ça, et qui est un livre extraordinaire aussi, donc il faut le lire. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil amical. Alors, qui est le tout autre? Moi, le tout autre dont je parle, c'est un autre que le tout autre de François Meurice. C'est celui que les Juifs désignent par plusieurs surnoms profondément proustiens. Le nom, Hachem, ou le lieu, Hamakom. Ce sont deux surnoms pour les Juifs dans la pensée juive que l'on donne à Dieu, le nom ou le lieu. Et si vous connaissez un petit peu la recherche, vous savez que Proust, lui, a des titres kabbalistiques qui correspondent exactement à ça. Nom de pays, le nom. Nom de pays, le pays. C'est idem. Alors, quel est le nom du nom? Puisque le nom est le nom de Dieu, le surnom de Dieu. On l'appelle le nom, Hachem. Quel est le nom de ce nom? La mystique juive nous apprend qu'il n'est autre, ce nom, le nom de Dieu, qu'un mot incommensurable, gigantesque, qui est composé de toutes les lettres de la Torah, sans séparation donc. Depuis la première, alors la première lettre de la Torah, on la connaît, elle est célèbre, c'est le Bet de Bereshit, au commencement. Jusqu'à la dernière, elle est moins connue. La dernière, c'est le Lamed, le L, de Veyaal, pour qu'il monte. La fin de la Torah, de la Bible juive, dans le canon juif, elle se termine à la fin du second livre des Chroniques par le mot « pour qu'il monte ». Donc de B à L, si vous prenez toutes les lettres, en un seul et immense mot incommensurable, c'est le nom de Dieu, d'après la mystique juive, d'après la Kabbale. Or, ce qui est intéressant, c'est que cet ultime mot de la Torah n'est pas un terme. Ce n'est pas vraiment le dernier mot de la Torah. Ce n'est pas le dernier mot de l'histoire, si vous voulez. Pas davantage que la fin de la recherche n'est véritablement l'annonciation d'un roman à écrire. Vous savez que la recherche du temps perdu se termine par son propre évanouissement, d'une certaine manière, puisque Proust termine en disant « Et maintenant, je n'ai plus qu'à écrire mon roman, après avoir fait toutes ces découvertes sur le temps. » Sauf qu'au moment où lui commence à décider, le narrateur décide qu'il va devoir se mettre à écrire, le roman, le chef-d'œuvre est terminé. Enfin, il est terminé. On vient de le lire, en tout cas, on vient de l'avoir sous les yeux. Donc, c'est quelque chose, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer aussitôt, dont je me suis un petit peu inspiré dans Chaos Brûlant. Ça me touche beaucoup que tu aies vu qu'il y avait un petit peu de Proust dans Chaos Brûlant. Il y a autre chose, c'est que juste à la fin de Chaos Brûlant, j'ai vraiment pensé, c'est une sorte de clin d'œil ou d'inspiration à la fin de la recherche. Il se trouve que le roman, donc Chaos Brûlant, est censé avoir été tapé sur un ordinateur, un vieil ordinateur qui n'a pas de sauvegarde, et il y a le type qui l'a écrit, donc le narrateur, donc moi, d'une certaine manière, meurt. Il s'écroule sur son clavier, et puis il y a un homme de ménage qui vient et qui débranche le roman, et qui débranche l'ordinateur, pardon, et tout s'efface, et donc du coup, comme il n'y a pas de sauvegarde, le roman disparaît, et il disparaît à l'intérieur de lui-même. Voilà. Cet évanouissement, cette involution évanouissante à l'intérieur du texte, à l'intérieur de lui-même, c'est évidemment une idée que j'ai reprise à Proust, et à la Torah, vous allez voir. Donc ce dernier mot qui clôturerait le nom même de Dieu, c'est plus exactement qu'un terme ou une terminaison, une spire, un vortex, une hélice ascensionnelle, puisqu'en réalité, le tout dernier paragraphe de la Torah, qui se termine par ce tout dernier mot, Veyal, qui se termine par cette toute dernière lettre, qui serait la dernière lettre de Dieu, n'est pas le dernier paragraphe de la Torah, ça reprend un passage antérieur qui est le début du livre d'Ezra. C'est-à-dire que la Torah, exactement comme la recherche du temps perdu, la Bible, dans le canon juif, elle se termine par quelque chose qui revient en arrière, une sorte de coup de bond en arrière du texte vers lui-même pour se dissimuler à l'intérieur de sa propre source. Vous savez, il y a une phrase de Heidegger qui est très belle qui dit « La source est le fleuve est ce qui dissimule la source », ou la source se dissimule à l'intérieur du fleuve. Dans le fleuve qui s'épand et qui prend des proportions gigantesques, est cachée la source même du fleuve. Voilà, ben c'est un peu pareil pour un grand texte. C'est cette tessiture miraculeuse, cette texture résurrectionnelle, cette hiéroglyphie absolue, ce palimpseste perpétuel que Proust désigne dans le temps retrouvé comme le livre intérieur de signes inconnus. Et ce livre intérieur, il explique pourquoi si peu d'écrivains parviennent à le déchiffrer, parce qu'il faut une vie là aussi. Et il faut un certain rapport au temps. Chaque événement, écrit Proust,
Là, il explique pourquoi la plupart des écrivains n'arrivent pas à déchiffrer ce livre intérieur de signes inconnus. Que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Ils voulaient assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avaient pas le temps de penser à la littérature. N'avoir pas le temps n'est pas une question d'organisation ni d'horaire. Pour l'homme qui vit réellement, dit Heidegger, il y a toujours du temps. Et Proust confirme d'avance, il confirme Heidegger mais d'avance, parce qu'il n'y a pas d'avant ni d'après non plus dans la chronologie des génies. Pour l'homme qui vit, une minute, pardon, dit Proust, une minute affranchie de l'ordre du temps, a recréé en nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir? Vous voyez pourquoi j'ai parlé de spirale résurrectionnelle. Il est question aussi d'un bond hors de la mort. Toute la recherche, d'une certaine manière, de sa première à sa dernière lettre, est aussi un enseignement sur la résurrection et sur l'art de la résurrection. Voilà pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'avant ni d'après dans la recherche, si la phrase la plus longue de ce long roman, elle fait 1500 mots, le roman, il doit faire lui-même, toute la recherche, elle fait 3000 et quelques pages, donc 1500 mots, est précisément cette longue phrase de 1500 mots, la plus longue, les gens se plaignent, enfin les gens, certaines personnes se plaignent que Proust fait des phrases longues. Et bien, la phrase la plus longue de toutes les phrases longues de Proust, elle fait 1500 mots, elle est dans Sodome et Gomorrhe, dont je vais vous parler un petit peu. Et celle qui scintille dans la première partie de Sodome et Gomorrhe. La phrase la plus courte, en revanche, de la recherche, elle fait 3 mots. Et cette phrase, c'est « long à écrire ». Point. Vous voyez, le texte qui s'évanouit en lui-même. Donc la longueur qui s'évanouit dans le raccourci, ou l'incommensurable qui se dissimule dans le compact. Et cette phrase, elle vient après juste une autre phrase qui parle, là encore, de bon hors de la mort et hors du temps. Moi, écrit le narrateur, c'était autre chose que les adieux d'un mourant à sa femme que j'avais à écrire, de plus long et à plus d'une personne. Point. Long à écrire. Point. C'est dans le temps retrouvé. Comme quoi, lire ou écrire, il est toujours question d'une subversion résurrectionnelle du temps. Et pour terminer cette petite introduction à mon introduction, je vous cite une phrase de Proust dans une lettre à Benjamin Crémieux. Vous allez voir qu'on rejoint tout ce dont je viens de vous parler maintenant. On méconnaît trop en effet que mes livres sont une construction, mais à ouverture de compas assez étendue pour que la composition rigoureuse et à qui j'ai tout sacrifié soit assez longue à discerner. On ne pourra le nier quand la dernière page du temps retrouvé, écrite avant le reste du livre, se refermera exactement sur la première de Swann. Alors, venons-en maintenant à cet avant-propos de Sodome et Gomorrhe, qui est qualifié par Proust dans une lettre de 1908 à Louis d'Albufera d'essai sur la pédérastie, et entre parenthèses, il met pas facile à publier. Alors de quoi s'agit-il? Ça fait 27 pages. C'est un petit essai, un petit traité, presque autonome. Alors en apparence, c'est une sorte de plaidoyer compréhensif en faveur de l'inversion. Vous savez que l'inversion, c'était le terme dont on désignait psychiatriquement ou médicalement l'homosexualité au XIXe siècle. Donc c'est un mot qui revient souvent chez Proust. Prenant prétexte du récit d'un coup de foudre sodomite entre Jupien et Charlus, puis de leur copulation, à laquelle assiste caché le narrateur, pour aborder un vaste parallèle sociologico-botanique entre deux races, entre guillemets, c'est les termes qu'emploie Proust, dont l'existence est maudite, ce sont deux races maudites, dit Proust, par la société, deux races vouées à la clandestinité à cause de l'universelle détestation et incompréhension qu'elles suscitent, et ces deux races sont les homosexuels et les juifs. Ça, c'est l'apparence. Et c'est évidemment un leurre. Si on lit comme ça un peu vite cet avant-propos, on a l'impression qu'il nous parle de cela. Lu mot à mot, en ayant foi en leur sens d'éternité, et toute la recherche en tête, ce merveilleux petit traité portatif de l'inversion est en réalité un flamboyant manuel mystique de littérature. Autant dire
que ce dont il va être question dans cette fulgurante rencontre sodomite, c'est ni plus ni moins que le secret sexuel, entre guillemets, de l'écriture romanesque, ce que j'intitule aujourd'hui la question du mâle. Alors, ce traité fabuleux, il s'intitule, c'est le titre que lui donne Proust. Donc le sous-titre, si vous voulez, le titre qui apparaît après, juste après Sodome et Gomorrhe. Après la couverture, vous ouvrez la couverture de Sodome et Gomorrhe, et voilà le titre qui apparaît. Première apparition des hommes-femmes, avec un trait d'union, descendants de ceux des habitants de Sodome qui furent épargnés par le feu du ciel. Alors, qui sont les hommes-femmes? Hommes-femmes, trait d'union. Proust reprend là une expression qu'il a trouvée chez Saint-Simon, à qui par ailleurs il doit tant. Vous savez que Proust a été ensemencé par Saint-Simon, un petit peu comme on pourrait dire que Céline a été ensemencée par Voltaire, mais Proust et Saint-Simon, c'est vraiment quelque chose de plus intense, de plus puissant. Et en tout cas, l'expression homme-femme, on la trouve dans les mémoires de Saint-Simon, désignant l'abbé d'Entragues, ou d'Entraigues, selon les orthographes. Mais enfin, chez Saint-Simon, on l'appelle l'abbé d'Entragues. Alors, qui est l'abbé d'Entragues? Vous avez vu que je fonctionne comme ça, de question en question, jusqu'à la non-réponse. Eh bien, l'abbé d'Entragues, c'est un charmant travelot, audacieux, qui s'appelait François Timoléon de Choisy, un lettré, un homme d'esprit, un débauché aux manières extravagamment efféminées, et qui n'est pas sans quelques points communs avec l'impertinent Charlus, qui est celui que Proust désigne par homme-femme, vous allez voir. Parce que l'abbé d'Entragues, nous dit Saint-Simon, était un grand remarqueur et dangereux pour les ridicules. Il voyait tout, il voyait les ridicules et il savait les pointer, il savait les moquer. Il se moquait de la cour avec liberté, n'ayant non plus de peur que de honte. Donc c'est un travelot ridicule dans son apparence. Il y a des descriptions à mourir de rire de Saint-Simon. Il s'habillait en femme en permanence depuis son plus jeune âge, mais c'était un esprit extraordinairement acéré et extraordinairement audacieux. Ce sont des points communs, y compris le fait d'être une femme ou de donner des apparences de femme avec Charlus. Alors il faut ici avoir à l'esprit, y compris quand je dis le mot travelot, c'est pour rigoler, mais c'est très important, il faut ici avoir à l'esprit que les mots homme dans ma bouche, femme, homme-femme avec un trait d'union, ou même homosexuel, qui va bientôt surgir dans le texte de Proust, ne correspondent pas à leurs référents anatomiques, ni génitaux, ni érotiques, ni libidinaux. C'est la raison pour laquelle Proust va prendre dans sa longue description d'une rencontre sodomite entre Charlus et Jupien, qui vont faire l'amour, il va les écouter faire l'amour, ces métaphores chez les fleurs et chez les insectes. C'est parce qu'on n'est pas dans l'anatomie humaine. Ces mots, homme-femme avec un trait d'union, homosexuel, hétérosexuel, etc. Lesbienne, gomoréenne. Ces mots apparemment sexués suscitent en réalité des répercussions métaphysiques. C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut entendre le titre de mon petit livre que j'avais écrit sur Proust, qui s'appelle « Le sexe de Proust ». C'était vraiment, j'avais à l'idée, cette répercussion métaphysique du mot sexe, le sexe de Proust. C'est pour ça que je citais d'ailleurs, c'est pour confirmer ce qu'a dit Yann tout à l'heure, à savoir que sans humour, il n'y a pas de grand écrivain. C'est pour ça que juste après le titre « Le sexe de Proust », je citais une phrase de Sade, qui était une sorte de manière de gloser sur la toute-puissance de la lucidité de Proust. Le sexe de Proust, donc, et je cite maintenant la philosophie dans le boudoir, il n'est pas une seule partie du corps humain dans laquelle il ne s'introduise. C'est pour vous dire qu'il faut bien avoir évidemment l'idée le mot sexe au sens métaphysique du terme à l'oreille. Alors, comme dit, j'en veux pour preuve ce que dit Antonin Artaud dans Héliogabale. Héliogabale ou l'anarchiste couronné, c'est un livre que j'ai lu assez récemment, qui est aussi une histoire d'un autre travelot sodomite glorieux et audacieux, Héliogabale. Ça se passe en Syrie d'ailleurs. Ça se passe dans la ville d'Émès, qui est aujourd'hui la ville de Homs. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que c'est bon. Et donc, Artaud dit, seuls entendent métaphysiquement ceux que la question intéresse, la question de la métaphysique. Et pour qui la métaphysique est quelque chose de plus passionnant que la recherche des positions les plus propices à l'amour physique. Ceux-là comprennent, dans le bon sens, les mots homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, etc. Donc, lorsque par conséquent Proust écrit homme-femme, il faut d'une part avoir à l'esprit l'abbé d'Entragues, tel que Saint-Simon le crayonne. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire le portrait que Saint-Simon fait de cet homme-femme. Vous allez voir, on reste dans la recherche. Mais... Il affectait toutes les manières des femmes, travaillait en tapisserie, portait un éventail et en déshabillé se coiffait comme elle, avec une pâleur de mort, du rouge aux lèvres, du noir aux sourcils. Et un peu plus loin, il écrit
Cet homme-femme n'avait peur de rien. Mais il faut aussi, et surtout lorsqu'on entend le mot homme-femme chez Proust, avoir à l'esprit que la recherche est comparée à la fin de la recherche, le roman lui-même, à une robe. Épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Bon, là, j'avais une longue citation à vous faire sur les robes de Fortuny dans la recherche, mais bon, on va avancer un peu. En tout cas, dès le sous-titre de cette première partie de Sodome, Proust dévoile son midrashisme atavique, puisqu'il réécrit carrément un épisode de la Bible. En effet, pour commencer, il nous parle de Sodome, les habitants, les épargnés de Sodome. Il faut savoir qu'à la lettre, les habitants châtiés de Sodome, détruites par le feu donc, détruites par la colère et par le châtiment divin, ils ne furent pas du tout pour leurs pratiques sodomites, dont la Bible ne parle pas, il n'est nulle part question de sodomie à propos de Sodome dans la Bible, mais pour le mauvais accueil qu'ils faisaient aux étrangers et pour leur irrespect des lois de la charité. L'accueil dû aux étrangers étant une des lois principales, une des mitzvot principales dans le judaïsme. N'oublie pas que tu étais étranger en Égypte. Alors aujourd'hui, Sodome, par exemple, Sodome est partout. Ce serait un pays sans nom, puisque c'est partout, d'où on expulserait les tziganes, qu'on appelait jadis les gypsies, parce qu'on pensait qu'ils venaient d'Égypte. N'oublie pas que tu étais étranger en Égypte, dit la Bible. Qu'on a aussi surnommé au cours du temps les romanichels, et qu'on désigne aujourd'hui, sans doute pour indiquer qu'ils sont des hommes en raccourci, les Roms. Et donc à la dialectique proustienne, nom de pays le nom, nom de pays le pays, il faut ajouter cette innovation contemporaine, nom d'une époque, l'innommable. Quant aux épargnés de Sodome, c'est une petite parenthèse sur la question des Roms. Quant aux épargnés de Sodome, alors on les connaît, la Bible les dit, ils sont 4. Il y a Lot, le neveu d'Abraham, sa femme et ses 2 filles. Alors la femme, elle est changée en statue de sel, vous vous souvenez de l'histoire, elle se retourne pour voir le spectacle, elle est changée, on pourrait dire, en statue de celluloïde. C'est-à-dire qu'elle a voulu regarder le spectacle de la destruction de Sodome. Or, c'est un indice majeur de la Bible, on ne peut pas observer le spectacle sans faire immédiatement partie intégrante du spectacle. Il faut détourner les yeux du spectacle si on veut échapper au spectacle. L'inverse n'est pas possible. C'est pour cela que Dieu indique, vous fuirez Sodome et vous ne regarderez pas ce qui se passe derrière vous. C'est pour ça que le sage a les yeux dans sa tête. Voilà, donc la femme exit, elle est transformée en statue de celluloïde. Les 2 filles, eh ben, comme épargnées de Sodome et comme figure, si vous voulez, de saintes ou de femmes pures, on fait mieux, elles se mettent à coucher avec leur père, de peur qu'il n'y ait plus personne sur l'humanité, donc elles l'enivrent, vous vous souvenez, Lot, et puis elles se mettent à coucher avec elle, et du coup, elles vont concevoir 2 enfants. L'un sera Moab, et l'autre Ben-Ami. Moab va être l'ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, celui des Ammonites. Alors Moab, c'est très intéressant, parce que vous allez voir que l'impureté et la pureté se mêlent en permanence dans la Bible, et chez Proust aussi, évidemment. Les Moabites sont la tribu à laquelle va appartenir, si j'ose dire, la femme Goy la plus sainte de la Bible. La femme Goy, vous savez que ce n'est pas péjoratif en hébreu, le mot Goy, ça veut dire nation. Israël est qualifié de Goy Gadol, de grande nation, par exemple. Donc Goy, au sens moderne à non-juif, ce n'est pas du tout péjoratif en réalité. En tout cas, la femme non-juive ou n'appartenant pas au fils d'Israël, qui est Ruth, la Moabite, qui va se convertir au judaïsme, qui va être adopté par les juifs, par les hébreux, par les israélites, par la tribu de sa belle-mère, va donner naissance, elle va devenir l'ancêtre, c'est l'arrière-grand-mère, je crois, du roi David, et donc du Christ. Puisque dans la généalogie du Christ, lorsque vous commencez le Nouveau Testament, Ruth la Moabite est présente. Alors, vous voyez comment on passe de Sodome au Christ. C'est très important parce que cette approche théologique ou théologale de la sodomie est très fidèle à celle de Proust, qui analysera à la fin de la recherche. Je ne vais pas en parler longuement, mais c'est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir toute la recherche en tête, ou essayer d'avoir toute la recherche en tête à chaque fois qu'on lit un passage de la recherche. C'est dans le temps retrouvé, à la fin du temps retrouvé. Ça se passe en pleine guerre, d'ailleurs. Donc ça se passe au moment du passage que nous a lu Yann tout à l'heure. Il y a une scène de torture sexuelle, sadomaso, typique, dans le bordel de Jupien. Là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la première rencontre, le coup de foudre entre Jupien et Charlus. Mais bien plus tard, ça devient un véritable couple. Et Jupien va monter un hôtel bordel qui, pendant la Première Guerre mondiale, dans lequel on assistera à des scènes sadomaso, dans lequel le narrateur assistera, planqué, à chaque fois il est planqué, lorsqu'il fait des grandes découvertes comme ça, sexuelles et littéraires, à une scène de crucifixion, un pastiche de la crucifixion, où Charlus est très mécontent parce que le marin qui est chargé de le fouetter ne fouette pas assez fort. Il est trop bon, trop gentil.
Et cette maison close, c'est là que je voulais en venir, cette maison close de Jupien donc, est ouverte à l'inversion polymorphe parce que, vous allez voir pourquoi c'est l'inversion qui règne dans cette maison, Jupien avouera au narrateur que cet hôtel accueille aussi des clients normaux. C'est un bordel, mais c'est aussi un hôtel. Et il dit que les clients normaux, ils n'ont pas d'argent, ils sont impécunieux, donc on leur fait quasiment gratuit. Et il conclut, Jupien, au narrateur, ici c'est le contraire des Carmels, c'est grâce au vice que vit la vertu. Alors donc, si ces énigmatiques hommes-femmes épargnés dont parle Proust ne sont pas les habitants de Sodome, hein, on vient de les voir, qui sont-ils? Ben c'est simple. Comment s'appelle ce livre dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, ce roman à l'intérieur de la recherche? Sodome et Gomorrhe. Donc si ce ne sont pas les habitants de Sodome, ça ne peut être que les habitantes de Gomorrhe, dont ne parle pas la Bible, mais dont Proust lui parle longuement. Et en effet, on s'aperçoit quand on lit la recherche que les grandes révélations sexuelles de l'écriture, c'est souvent au contact des tribades. Les tribades, c'est un mot ancien du XIXe siècle, au début du XXe siècle, employé pour dire les lesbiennes. Pourquoi tribade? Parce que tribain en grec, ça veut dire se frotter. Et c'est souvent au contact des tribades que les grandes révélations littéraires de Proust, où il comprend ce que c'est qu'écrire un roman, adviennent. Il y a le talus de Montjouvin et jusqu'au rire d'Albertine. Voilà, avec toutes les jeunes filles en fleurs, tout ce que Proust écrit dans entre ces deux moments-là, si vous voulez, ces moments clés. N'oublions pas, en outre, que, un peu comme pour contredire la notion d'homme-femme, qui apparaît dans son titre, première apparition des hommes-femmes, ou pour la complexifier plutôt, et pour montrer à quel point il ne s'agit toujours pas ni d'anatomie ni d'érotisme, Proust fait aussitôt suivre ce titre, première apparition des hommes-femmes, par une phrase prise à Vigny, dans un poème qui s'appelle, un long poème de Vigny qui s'appelle La colère de Samson, qui est « La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome ». Et plus loin, il citera encore Vigny, à l'intérieur de cet avant-propos dont je vais vous parler, comme pour insister sur la dissociation des deux sexes. Et vous savez que le mot sexe veut dire coupure et non copulation. Le sexe, c'est la dissociation elle-même. C'est pour ça que Lacan a eu cette phrase fameuse que personne ne comprend, mais qui est toute simple, elle est quasiment incluse dans l'étymologie des choses et des mots, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel », par définition. Les deux sexes mourront chacun de leur côté, a écrit Vigny, cité par Proust. Alors voyons cela un peu plus près maintenant. Proust commence par indiquer qu'il s'agit de raconter une découverte extraordinaire, donc c'est comme ça que commence l'avant-propos de Sodome et Gomorrhe, en retournant en arrière dans le temps et dans le texte. Il dit, je vais revenir maintenant à une scène qui précède celle que je vous ai racontée auparavant, c'est-à-dire la fin du côté de Guermantes. C'est un flashback, comme on dirait au cinéma. Et cette indication, elle est aussi cruciale à comprendre et à méditer que, par exemple, la première phrase du château de Kafka, il était tard le soir, quand K arriva. C'est la première phrase du château de Kafka. Cette première phrase, il faut comprendre qu'elle contamine tout le reste du château de Kafka. Et elle permet d'interpréter l'ensemble du château de Kafka. Ou simplement la première indication de la recherche, longtemps je me suis couché tard. Le tardif, le bon hors du temps, et dans l'hors du temps, en jouant avec le mot, c'est... Ah oui, tu as raison, longtemps je me suis couché. Eh ben, oui, c'est incroyable parce que longtemps je me suis couché tard, moi c'est comme ça que je commence le sexe de Proust. Oui, vous avez raison. C'est longtemps je me suis couché de bonne heure, en effet. Longtemps j'ai fait un lapsus, Calabi, c'est extraordinaire parce que je me suis cité moi-même. Bon, excusez-moi. En tout cas, il était tard le soir quand K arriva, c'est vrai. Et longtemps je me suis couché de bonne heure, c'est vrai, c'est le début de la recherche, et qui se termine, le dernier mot de la recherche, c'est longtemps je me suis couché de bonne heure dans le temps. Hein, vous savez que les derniers mots de la recherche, c'est dans le temps. Et c'est vrai que moi j'ai fait un jeu de mots, j'ai dit longtemps grâce à Proust, longtemps je me suis couché tard. Bon, bref. Et comme il n'y a pas d'avant ni d'après entre Proust et Zagdanski, ça revient au même. Ces 27 pages introductives de Sodome et Gomorrhe se situent en quelque sorte donc dans l'ordre du temps, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il s'agit de faire un saut pour revenir avant la soirée de la princesse de Guermantes, à laquelle le narrateur veut venir assister, donc il va attendre dans la cour de l'hôtel des Guermantes, c'est là qu'il va assister à cette scène miraculeuse de sodomie, et avant ce moment où Oriane va se montrer si égoïste avec Swann, qui lui annonce qu'il va mourir, et elle le prend à la légère, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se rendre à son grand raout. Ça, c'est la fin du côté de Guermantes, juste avant que ne démarre Sodome et Gomorrhe, qui revient en arrière dans le temps. Par ailleurs, le narrateur explique que cette découverte extraordinaire concernant Charlus, il n'a pu la faire que par une sorte de saison en enfer, entre guillemets, c'est-à-dire de descente dans les bas-fonds, concrètement, dans les bas-fonds de la réalité, parce qu'il va quitter une sorte de belvédère, un point de vue merveilleux, dit-il,
délicieux mais trompeur, en hauteur, de chez lui, parce que de chez lui, il voit tout ce qui se passe dans la cour, puisque l'appartement où il vit, le narrateur, est en face de celui de l'hôtel des Guermantes. Mais ce point de vue qui est merveilleux ne lui va pas pour faire des découvertes. Il faut descendre. Il faut faire le contraire d'une ascension pour faire des découvertes littéraires. Il parle de séjours d'altitude, d'où l'on contemple de loin une sorte de Venise idéale. Il parle de cet hôtel qu'il voit d'en haut, comme ça, l'hôtel des Guermantes. Il est gaiement décoré, à l'italienne, dit-il. Il parle d'un rose campanile. Donc c'est une sorte de Venise idéale qu'on peut voir de haut, mais qui est très peu romanesque. J'avais, comme je l'ai dit, délaissé le point de vue merveilleux, si confortablement aménagé au haut de la maison, d'où l'on embrasse les pentes accidentées par où l'on monte jusqu'à l'hôtel de Bréquigny, et qui sont gaiement décorées à l'italienne par le rose campanile de la Remise, appartenant au marquis de Frécourt. Il y a donc deux Venises, entre guillemets. Une Venise de décor qui est vue d'en haut, et si on la quitte pour descendre, sinon en enfer, du moins dans les bas-fonds, où on va assister à la rencontre sodomite, une Venise romanesque réelle, écoutée depuis l'en bas, parce qu'il ne va pas voir, il va entendre ce qui se passe, le narrateur. Il ne va pas du tout voir la rencontre sodomite, il va l'entendre. Et ce point de vue de l'en bas, si vous voulez, qui est à la fois la révélation splendide, ce qu'il va appeler un miracle, mais qui ne peut se contempler, se comprendre et se traverser que parce qu'on est descendu du point de vue idéal, c'est un petit peu l'équivalent de la robe de Fortuny, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai passé la longue phrase de Proust qui est extraordinaire sur la description d'une robe de Fortuny, mais en tout cas, la première fois qu'apparaissent les robes de Fortuny, qui sont des robes de grand luxe, qui sont des corps vénitiens justement, que va porter par exemple Albertine, il pose une question, je crois que c'est Oriane de Guermantes, et le narrateur dit « Et cette robe de chambre qui sent si mauvais, que vous aviez l'autre soir et qui est sombre, duveteuse, tachetée, striée d'or comme une aile de papillon ». Donc les robes de Fortuny sont dans la recherche, elles apparaissent à plusieurs endroits, ce sont de véritables métaphores de l'art romanesque de Proust, et du décor et de ce qu'il y a derrière le décor. Et la première fois qu'il évoque une robe de Fortuny, elle sent si mauvais. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sent aussi très mauvais dans la vérité, mais qu'il faut condescendre à... c'est le cas de le dire, à aller flairer. Donc il délaisse ce qu'il nomme la contemplation du géologue, il est en hauteur, il regarde les choses d'en haut, il regarde la cour de l'hôtel de Guermantes depuis le point de vue du géologue, mais là il n'aurait rien vu s'il était resté à ce point de vue en hauteur là, en altitude. Le géologue, c'est celui qui croit observer le passage du temps à même l'espace, quand il ne fait que scruter une géographie pétrifiée. C'est ça l'art du géologue, la géologie. Et il va adopter, en descendant de son infécond Beldéver, le point de vue que Proust qualifie de celui du botaniste. Il va assister en effet au hasard providentiel, qui semble être une contradiction dans les termes, ce sont les mots de Proust. Il faut avoir aussi à l'oreille le sens théologique et théologal du mot providence, de la rencontre féconde entre le gros bourdon Charlus et l'orchidée Jupien. Les comparaisons sont de Proust. Hein. Jupien étant considéré comme une plante précieuse. Et en effet, Jupien, le giletier, est une plante précieuse pour le gros bourdon Charlus, parce qu'il a cette rareté libidinale, nous explique Proust, que c'est un jeune homme, un homme assez jeune, qui n'aime que les vieux messieurs, érotiquement. Et donc, Charlus, qui est un vieux monsieur, un vieux bourdon bedonnant, ne peut tomber amoureux que d'un homme jeune, parce qu'il aime la beauté, mais un homme jeune, il faut qu'en retour, l'autre aime aussi les vieux messieurs. C'est là qu'a lieu cette rencontre, c'est pour ça que cette rencontre est si miraculeuse, c'est que là, ça marche, ça prend, si vous voulez. C'est pour ça que c'est un véritable coup de foudre réciproque entre Charlus et Jupien. C'est comme ça que le décrit Proust. Hein. C'est pas du tout là, on n'est pas en train de blaguer. C'est vraiment ce qu'on lit quand on lit ces avant-propos de 27 pages. Alors le narrateur, lui, qui observe tout ça, il est enhardi par une curiosité qui le fait descendre de plus en plus bas, jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée, au volet à moitié clos, dit-il, d'où il peut tout voir tout en demeurant lui-même invisible. Mais surtout, il peut tout entendre. J'entendais distinctement, dit-il. Les révélations, les romanesques les plus cruciales dans la recherche sont souvent, presque toujours, chez Proust, auditives. Le nec plus ultra de la révélation, qui apparaît à la fin de la recherche, qui lui dévoile tout ce qu'il faut comprendre à la fois sur l'écriture, sur le monde de l'homosexualité et sur ce que ne dit pas ce monde de l'homosexualité entre mâles, à savoir le lesbianisme, l'homosexualité entre femelles. Le nec plus ultra de la révélation dans la recherche, c'est le rire d'Albertine. Il va entendre à un moment rire Albertine en train de danser avec une autre femme, et tout à coup, ça va être une révélation extraordinaire.
En tout cas, là, on n'en est pas encore là. Il va assister à la rencontre et au coup de foudre entre Charlus et Jupien. Et il est dans la position d'assister invisiblement. La question de l'invisibilité est très, très importante aussi, parce qu'on échappe à l'œil oculaire, on est dans la sagesse des yeux dans le cerveau. Il se rend compte, me rendant compte, dit-il, que personne ne peut me voir, il assiste à un miracle. La fécondation de la fleur par l'insecte et, en parallèle, la révélation du secret sodomite de Charlus et Jupien. Parce qu'au départ, il descend pour voir véritablement, il y a une orchidée précieuse dans l'escalier de Madame de Guermantes, et il veut voir si un bourdon ne pourrait pas, traversant tous les périls de Paris, arriver à mettre un petit peu de pollen et ensemencer cette fleur. C'est pour ça qu'il y a tout le parallèle entre la fleur et le bourdon, l'orchidée, et la rencontre entre les deux sodomites. Et ce miracle, il a lieu lui aussi, dans un autre sens, dans un sursaut hors du temps. Parce que Monsieur de Charlus n'aurait jamais dû rencontrer Jupien à cette heure-là et à ce moment-là. Il arrive ce jour-là à une heure inhabituelle pour lui. Il ne sort jamais à cette heure-là, Charlus. Et Jupien, lui, il est un petit peu en retard pour partir à son bureau. Donc il n'aurait jamais dû se croiser. Le miracle du coup de foudre n'aurait jamais dû avoir lieu. J'ouvre une parenthèse pour ceux d'entre nous ou celles d'entre nous qui cherchent l'amour. C'est une bonne leçon, à savoir que l'amour n'arrive jamais quand on l'attend. C'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine manière, et c'est quasiment cela la substance de l'amour, du coup de foudre, parce que c'est un véritable coup de foudre là, qui se passe entre ces deux hommes, il advient un peu comme le Messie, c'est-à-dire où il y a une messianité de l'amour, c'est-à-dire qu'il advient au moment où on y pense le moins et on s'y attend le moins. Et donc les personnes, par exemple une jeune femme qui lirait tous les magazines ou qui ne verrait que des films d'amour en passant ses jours et ses nuits à rêver au prince charmant qui arrivera, il n'arrivera jamais. C'est précisément parce qu'elle l'attend qu'il n'arrivera pas. Il pareil pour les hommes, il paraît qu'ils attendent la femme idéale, etc. Alors, du coup, ils vont se réfugier sur Mythique, etc. Bon. Il faut faire attention aux faux messies, voilà, mais Mythique, par exemple. Ou alors faux messie, ça peut être vous croyez que c'est une femme que vous attendez, en fait c'est un homme, si vous êtes un homme, bon. Parfois on peut. Il y a ceux qui s'en aperçoivent à temps, et puis il y a ceux qui s'en aperçoivent jamais, c'est pas grave. Je trouve. Bon, je vais raconter oui, je peux raconter sans citer les noms. C'est une boutade que m'avait faite Solers un jour. On parlait d'un ami commun, que tu connais bien, Yann. Et il me disait comment ça va. Je dis, oh, ça va pas fort. Il a des problèmes entre sa femme, sa maîtresse et tout ça. Il a que des problèmes. Il dit, finalement, c'est peut-être pas son truc, les femmes. Et il avait raison. Tu vois de qui je parle. Bon, bref. Voilà, donc il y a un sursaut d'irrégularité de la part de Charlus, qui est lui aussi un leurre. Alors attention, parce que là, ça devient complexe, ça devient subtil. Car, dit Proust, avec cette singularité des Guermantes, parce que Charlus appartient lui aussi à la merveilleuse famille hautement aristocratique des Guermantes, qui, au lieu de se conformer à la vie mondaine, la modifiaient d'après leurs habitudes personnelles, non mondaine, croyait-il, et digne par conséquent qu'on humiliât devant elle cette chose sans valeur, la mondanité. Donc, Charlus, il sort quand il veut. Il ne respecte pas les horaires de visite que la mondanité ordinaire voudrait. Et il croit que c'est parce que c'est un Guermantes et que lui, il n'a pas à se plier devant la mondanité. Mais Proust nous fait comprendre, par une petite incise, que cette singularité-là, elle est seulement en croyance non mondaine. C'est un surcroît de mondanité ou d'originalité qui elle-même est faite pour être bien vue de la mondanité. Ça, c'est très important parce que chez Proust, il y a souvent ces choses-là qui apparaissent. Il y a la surface, il y a le décor, le décor veut faire croire que lui-même n'est pas un décor, veut faire croire qu'il y a quelque chose sous le décor, et il se dissimule à lui-même ce que lui-même dissimule. Ça, c'est en permanence, c'est une des logiques fulgurantes de révélation de la recherche. Les choses ne sont pas ce qu'on croit qu'elles sont, et elles ne sont même pas ce qu'elles-mêmes elles croient qu'elles sont ou qu'elles nous donnent à croire. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux et ouvrir les oreilles, parce que sinon on ne voit jamais rien. Autrement dit, il y a une volonté apparente d'excentricité chez Charlus, qui est typique des Guermantes, mais qui est souterrainement aussi mondaine au fond, exactement comme chez Oriane de Guermantes, que ce dont elle croit s'émanciper. Quant à Jupien, alors lui, il se prépare à partir à son bureau. C'est un ancien giletier. Maintenant, en yiddish, on dirait qu'il était dans les schmattes. Bon, maintenant, il est encore jeune, mais il est à la retraite. Mais par contre, Proust précise que d'habitude, il rentre très tard du bureau. Donc, ils n'avaient quasiment aucune chance de se rencontrer. Il devait partir, l'autre n'était pas à la bonne heure, et puis il devait partir et ne rentrer que très tard. Or, s'il rentre très tard en ce moment, Jupien, dans la loge, dans la cour de l'hôtel des Guermantes, c'est parce que sa nièce, qui confectionne quoi donc des robes,
est absente. Elle est partie à la campagne pour confectionner la robe. N'oubliez pas que la robe, c'est la métaphore du roman chez Proust. Donc elle n'est pas là. C'est celle qui confectionne la robe, qui tresse la tessiture romanesque, elle est à l'écart. Et c'est pour cela que, du coup, Jupien prend son temps. Et du coup, que d'habitude, il rentre tard. Mais là, il ne va pas rentrer tard parce qu'il va tomber en pamoison et fou amoureux de ce vieux monsieur qui s'appelle Charlus. Et vice-versa. Alors c'est là que commence, une fois que Proust nous explique tout ça, je suis le fil du texte de Proust. L'époustouflante méditation de Proust sur le monde végétal, qui n'est ni plus ni moins qu'un traité secret de l'écriture sous les apparences d'un parallèle entre la botanique et l'érotique. Je vous cite par exemple un extrait de ce traité botanique étrange et merveilleux. De même, la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait, arquerait coquettement ses styles. Et les styles en botanique, c'est la partie allongée du pistil. Évidemment, il faut avoir l'oreille, ce que veut dire Proust aussi. Et pour être mieux pénétré par lui, ferait imperceptiblement comme une jouvencelle hypocrite mais ardente, la moitié du chemin, etc. Donc il est en train de comparer la manière dont tombe amoureux le coup de foudre de Charlus et Jupien au coup de foudre, entre guillemets, entre une orchidée et un bourdon. Or, cette méditation du narrateur, elle est interrompue par l'arrivée dans la cour de l'homme-femme Charlus. Je dis l'homme-femme parce que vous allez voir, c'est Proust qui explique que cet homme en réalité est une femme. Mes réflexions sur le monde végétal, au moment où Charlus arrive et va l'interrompre et va l'obliger à regarder et à s'intéresser à cette scène de rencontre sodomite, mes réflexions, dit le narrateur, avaient suivi une pente, et il s'agit d'une pente ascensionnelle. Lui, il est descendu du haut de son belvédère infécond ou frigide, si vous voulez, mais pour que par la pensée, il puisse s'élever en hauteur. Il le dit, hein. Cette pente ascensionnelle, c'est ce que Proust va appeler les lois plus hautes. Les lois du monde végétal sont gouvernées elles-mêmes par des lois de plus en plus hautes. Donc il y a une inversion symétrique avec la pente descendante qu'il a dû prendre, lui, pour observer ce qui se passait, pour se placer en observation dans la cour, que je décrirai plus tard, dit-il. Les lois de plus en plus hautes qui lui ont été révélées par cette observation de la botanique, il ne les dit pas. En réalité, il va nous les dire en nous montrant ce qui se passe entre Charlus et Jupien, puisque c'est un traité secret de l'écriture. Mais il dit toujours, je le décrirai plus tard. Et j'avais déjà tiré de la ruse apparente des fleurs une conséquence sur toute une partie inconsciente de l'œuvre littéraire. Ça, c'est Proust qui parle. Les enjeux sont donc clairement posés. Il s'agit, posté en écoute invisible, hors du temps, plus tard. Ça revient tout le temps dans ce passage et ça revient souvent dans la recherche. J'en parlerai plus tard. De décrypter une ruse apparente. Une ruse apparente, une ruse, donc déjà elle est scellée, elle est cachée puisque c'est une ruse, mais apparente, c'est-à-dire ce qu'elle cache, se cache à elle-même, lui est dissimulée à elle-même à la ruse, pour découvrir les lois de plus en plus hautes, inconscientes de la littérature. Monsieur de Charlus, donc, lui, il ne sait pas qu'il est observé par le narrateur. Il descend dans la cour, il a été visiter sa parente, Madame de Villeparisis, qui est alitée, qui est malade. Et puis il descend, et puis il est au soleil, il fait beau, et il se détend, il se laisse aller. Il s'embellit, dit le narrateur, dit Proust, qui est en train de le regarder, dissimulé, caché, il ne sait pas qu'il est regardé. Ses traits se spiritualisent. Je suis vraiment toujours le mot à mot de Proust, hein. Je ne vous cite pas la phrase, mais c'est exactement ce qu'il dit. Ses traits, les traits de Charlus au soleil, comme ça, il se laisse aller, s'adoucissent, et il abandonne brusquement et à son insu cette dureté, cette méchanceté, cette impertinente virilité, c'est le terme de Proust, qui l'affecte usuellement. Et soudain, il va se passer deux choses dans le visage et dans le corps de Charlus. D'une part, il va rejoindre, nous dit Proust, la beauté atavique de la race des Guermantes. Lui qui est un gros monsieur bedonnant, on va retrouver tout à coup la beauté qui est celle de sa famille, les Guermantes, au point qu'il va ressembler à une sorte de cadavre pétrifié, c'est-à-dire, nous dit Proust, qu'il semblait déjà sculpté, lui, Palamède 15, dans la chapelle de Combray. Donc il rejoint une sorte de beauté idéale, mais de sommeil de pierre de la beauté de la race des Guermantes. Et ce cadavre pétrifié et doux, qui apparaît dans le visage de Charlus, amène, dévirilisé, le narrateur fait, le concernant, ce monsieur de Charlus qui se laisse aller au soleil, une révélation essentielle, c'est une femme. Ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup,
tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. Et à la fin de cet avant-propos, il aura fait toute sa démonstration, qu'est-ce que c'est qu'un homme-femme et comment un homme se transforme en femme. Il expliquera que s'il avait pris M. Charlus pour une femme, au moment où Charlus se laisse aller au soleil, c'est parce que c'en était une. C'est véritablement une femme. Il y a une femme qui habite le corps de cet homme-femme. Il y a donc comme une contamination de la métamorphose de Charlus en femme, au moment où il tombe en arrêt devant Jupien, parce qu'au moment où il est en train de se transformer en femme, tout à coup il voit arriver Jupien, et là c'est le coup de foudre. Et réciproquement, une sorte d'irradiation, de propagation par capillarité de l'inversion, au sens sodomite du mot. Mais, continue Proust, chose plus étonnante encore, l'attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d'un art secret, en harmonie avec elle. L'orchidée et le bourdon se reconnaissent. Alors, continuant de décrypter, j'avance un peu dans le texte de Proust, c'est une sorte de missive secrète, une sorte de lettre qui ne peut être lue et comprise que par lui, le narrateur, parce qu'il est planqué. Il va expliquer que cette scène était empreinte d'une étrangeté, ou si l'on veut, d'un naturel dont la beauté allait croissant. Et ça, c'est très important, parce que tout ce que va nous expliquer maintenant Proust, cette rencontre miraculeuse pourtant, entre le bourdon et l'orchidée, entre deux hommes qui avaient une chance sur 1 milliard de se rencontrer et de s'aimer, elle est naturelle. Elle donne le sens, pour aller un peu plus loin dans ma conclusion, secret et pourtant universel de ce que c'est qu'une société. La société n'est pas, comme chez Sade, celle des amis du crime, c'est d'une certaine manière la société dans son ensemble, celle des amis de l'homo, nous explique Proust, ou va nous expliquer Proust. L'homosexualité, elle n'est pas contre nature, contrairement à ce que pense à peu près tout le monde à son époque à lui. Évidemment, on n'est pas encore au temps de la gay pride, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'homosexualité, c'est un crime. Il l'explique d'ailleurs longuement. C'est pour ça qu'il compare les juifs et les homosexuels. C'est une souillure. Si on découvre que vous êtes homosexuel, votre vie entière est bafouée. L'exemple, il l'évoque sans dire le nom. Il y a l'exemple d'Oscar Wilde, évidemment, qui a vu toute sa carrière et toute sa vie détruite par la révélation de son homosexualité. Donc, il faut comprendre à quelle époque écrit Proust. Eh bien, il va dire que, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, en réalité, cet amour-là est le plus naturel et le plus évident qui soit. Mais, pour le voir, pour voir cette invisibilité-là, exactement comme la femme de Lot qui participe du spectacle et du coup est changée en statut de celluloïde, il ne faut pas en faire partie. Ce qui ne signifie pas sexuellement, il ne faut pas être homosexuel ou hétérosexuel. Vous savez tous que Proust était concrètement homosexuel. Ça signifie qu'il faut être, ce que j'ai appelé dans le texte de Proust, hétérosexuel dans l'âme. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pénétration de ce que tente de nous dissimuler la société. Et cette pénétration-là, c'est un des sens que nous livre la recherche, elle n'est possible, elle n'est plausible, elle n'est envisageable que si l'on comprend ce qui se passe entre femmes. C'est pour ça que les lesbiennes et ce qui se passe, les secrets du monde de Gomorrhe vont devenir si importants dans la recherche. D'accord. Alors, je vais vous lire maintenant. Voilà, je vais arriver aux conclusions. Bon, on pourrait suivre comme ça assez longuement ce long avant-propos de 27 pages, mais je vous en ai donné maintenant l'essentiel, le sens essentiel. Je vais vous lire juste une sorte de récapitulatif, de résumé de ce que l'on apprend quand on lit cet avant-propos et de ce que l'on comprend lorsqu'on lit cet avant-propos. C'est ce que j'ai écrit dans le texte de Proust, mais c'est un bon résumé, un bon récapitulatif de ce qu'il faut comprendre, de ce que veut nous faire comprendre Proust. Proust part d'une idée assez usuelle, et là on va aborder la question du mal, M-A-L évidemment, dont je n'ai pas eu le temps tellement de parler, mais elle est liée. Le mal, le bien, le vice, la vertu, l'amour, la guerre, etc. Proust part d'une idée assez usuelle selon laquelle le vice et la vertu, en somme, sont relatifs aux mœurs. Il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme, écrit-il. Puis il bouleverse ce lieu commun en posant que si l'homosexualité n'est un vice qu'en apparence, une perversion relative, c'est en réalité parce que l'inversion est le lot commun de l'espèce humaine. Telle est l'irrépressible conclusion qui s'impose à la fin de cet avant-propos, tant les métaphores abondent qui posent la naturalité et la sociabilité de l'inversion. Ce sont, écrit Proust, des aspects différents d'une même réalité,
un admirable effort inconscient de la nature, donc la rencontre entre deux homosexuels qui vont s'aimer, la reconnaissance du sexe par lui-même, malgré les duperies du sexe, apparaît la tentative inavouée pour s'évader vers ce qu'une erreur initiale de la société a placé loin de lui. Ainsi, la raison principale de l'apparente aversion que suscite l'inversion, c'est paradoxalement qu'elle est plus normale, moins trompeuse, moins erronée que l'hétérosexualité. C'est ça une des grandes découvertes de Proust. Il dit si on déteste autant les homosexuels, s'ils sont autant bafoués, autant poursuivis, autant calomniés, c'est parce qu'ils sont plus normaux que ce que la société prétend être la normalité. L'hétérosexualité, par comparaison, on est toujours dans la métaphysique, il ne s'agit pas de libido. Il ne s'agit pas de la curiosité libidinale de chacun d'entre nous, dont on n'a strictement rien à foutre, c'est le cas de le dire. L'hétérosexualité s'avère, elle, d'une irrationnelle complexité sensuelle. Swann aime Odette, vous vous souvenez, c'est la fin célèbre d'un amour de Swann, alors précisément qu'elle n'est pas son genre. Par cette phrase célèbre, sur quoi s'achève un amour de Swann, Proust révèle que c'est l'hétérosexualité qui est vicieuse. Et en effet, il écrit « Pour l'inverti, le vice commence quand il prend son plaisir avec des femmes ». L'homosexualité n'est pas tant vicieuse que viciée, vicée, elle revient au même, elle toupille autour d'un sempiternel cercle vertueux. Proust qualifie ainsi de vertueuse perversité l'attitude d'Albertine refusant, à l'instar de sa mère, son baiser au narrateur. Et dans Le Temps retrouvé, il écrit « Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice. On peut vraiment, dans ce sens-là, en changeant le sens de l'expression, dire qu'on tourne toujours dans le même cercle vicieux. » Voilà le sens méconnu de l'inversion. Rien d'absurde par conséquent si Charlus et Jupien sont assimilés à Roméo et Juliette. Leur pariade étrange emprunte aussi d'un certain naturel, ressortit bien à une espèce de miracle, tout ça ce sont des expressions de Proust, mais un miracle à la seule imagination de Marcel qui les observe en secret. Un miracle banal et régulier donc, semblable à tous ceux de la botanique et dont la fleur et l'insecte eux-mêmes n'ont aucune notion. Pareillement, la beauté dont sont revêtues les œillades de Charlus et Jupien leur reste aveugle par définition, puisque ces regards, la beauté, c'est Proust qui parle de beauté, des œillades de Charlus et Jupien, mais ces regards, dit-il, ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Ce sont des regards aveugles d'une certaine manière. Ils ne sont beaux et on ne peut en observer la beauté que parce qu'on s'est placé à l'écart de ce qu'il signifie et de la conjonction qu'il crée entre les deux hommes. Et si, écoutant à travers une fine cloison les vigoureux ébats des deux hommes, indiquant en revanche que toute vraie découverte érotique est toujours essentiellement auditive, le narrateur compare la sonorité du plaisir à celle de la souffrance, il comprend également que la sodomie n'est qu'un vice factice, un attentat bouffon, presque un jeu d'enfant. Les cris des amants laissant d'abord croire à un égorgement, et, écrit Proust, qu'ensuite le meurtrier et sa victime ressuscités prenaient un bain ensemble pour effacer les traces du crime. Simulacre de crime qui ne convainc pas même ses propres comédiens, telle la flagellation sanguinolente de Charlus dans l'hôtel de Jupien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par un voyou trop foncièrement bon, et donc qui n'arrive pas à le faire jouir, s'empêtrant, dit Proust, dans son effort factice vers la perversité, qui n'aboutissait qu'à révéler tant de sottises et tant d'innocence. Et je termine. L'homosexualité, c'est la conclusion, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, selon moi. L'homosexualité ne s'organise donc pas comme une marginalité. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, c'est une évidence au XXIe siècle. Elle s'est élaborée en une véritable société transversale, une franc-maçonnerie, écrit Proust, dans cet essai miniature qui suit la scène de sodomie, une franc-maçonnerie qui repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire. C'est une langue, c'est un effet de langage d'une certaine manière. Et c'est l'effet de langage, c'est la langue de la société. C'est une société à la fois secrète et efficace, translucide et omniprésente, en un mot, la vraie société en soi. Et Proust dit en effet, ces êtres d'exception que l'on plaint sont une foule. Et cette communauté est la plus idéalement vertueuse qui soit. C'est elle, la normale, l'égalitaire. Proust compare, de manière un peu spirituelle et comique, les différentes sphères homosexuelles à l'union des gauches et à la fédération socialiste. C'est elle, cette société homosexuelle, l'utopique enfin réalisée, où un ambassadeur est ami d'un forçat, où un baron et un giletier peuvent s'aimer sans entrave, sous le regard dissécateur de Marcel, l'herborisateur humain, le botaniste moral. L'homosexualité est une orthodoxie de fond. La communauté homosexuelle est la société des ennemis du crime, comparée à laquelle l'hétérosexualité déconne, littéralement. Et lorsque, pour clore son avant-propos,
et j'en terminerai avec cela. Proust imagine, en réécrivant concrètement la Bible, avec une audace digne du Talmud, mêlant de manière très logique l'Éden, le jardin d'Éden et Sodome, il mélange les deux, ce que donnerait une terre promise invertie. Il dit si on réunissait tous les homosexuels de la planète dans un même lieu, un peu comme les sionistes le rêvent, c'est Proust qui fait la comparaison. Il dit évidemment, ils s'enfuiraient immédiatement de ce lieu parce qu'ils seraient tous ensemble et que ça ne leur plairait pas. Il dit, et ce à quoi aboutirait donc cette Sodome sioniste, il en vient à la conclusion qu'au fond, ce serait la plus commune des capitales. C'est-à-dire, écrit Proust, que tout se passerait en somme comme à Londres, à Berlin, à Rome, à Pétrograd ou à Paris. Je vous remercie.